Ok les amis, aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous hyper intéressante sur un sujet très intéressant que je ne vais pas spoiler, que vous allez découvrir dans quelques secondes. Je vais rencontrer quelqu'un de très compétent et qui va nous parler d'un sujet passionnant. C'est Jérôme. Jérôme il se présentera juste après, donc vous le découvrirez dans quelques secondes. Ok Jérôme, t'es prêt? Merci de nous recevoir. Hein. Je suis prêt. On va parler de tout ça. Très Merci bien. de m'accueillir dans cette jolie salle. Bienvenue à la salle de muscu étudiante. Let's go. Ok, du coup aujourd'hui on est bien accompagné, on est avec Jérôme qui va nous parler d'un sujet passionnant, mais je pense déjà Jérôme tu vas pouvoir te présenter pour qu'il puisse en savoir un peu plus sur toi. Je te remercie en tout cas de m'avoir contacté pour qu'on puisse parler de ce thème qui, j'espère, est très intéressant pour toi et pour oui. ta communauté. Oh oui. Donc voilà, moi je m'appelle Jérôme Quadrado, je suis psychologue clinicien spécialisé du coup dans le sport et aussi encadrant sportif à la pratique de la musculation étudiante. Je suis aussi en deuxième année de thèse à l'Université de Bordeaux et je travaille sur les troubles du comportement alimentaire et de l'image du corps en population sportive et notamment sur le thème spécialisé de la dysmorphie musculaire. Ok, le terme qu'il va falloir développer et expliquer un petit peu. Et toi personnellement, tu peux nous parler de ta pratique, Bien sûr. De la muscu, du... J'ai toujours été un peu sportif, après j'ai des parents qui m'avaient un peu quand même bien poussé sur ça et donc j'ai fait pas mal d'années de judo, du rugby, un peu de natation, triathlon, hand. Mais là, depuis une dizaine d'années, je suis plutôt musculation. Alors musculation, je l'utilise en termes un peu génériques pour moi, puisque c'est vraiment une pratique de salle. Mais j'essaye quand même pas mal de programmes, même si j'ai quand même une préférence pour la force, on va dire. Okay. Enfin, c'est un truc, voilà. Mais actuellement, je suis plus sur les entraînements fonctionnels, on va dire un peu d'haltéro au début, avec des périodisations du coup de force, un peu d'entraînement avec des exercices isolés et à la fin un peu du circuit training. Voilà. D'accord. Essayer d'entretenir voilà, le corps. Tu as touché à tout et puis pendant plus d'une décennie. C'est ça. Donc on est deux, tu vois, moi 12 ans, toi 10 ans, on est quand même pas mal. Ça nous fait pas tout jeune tout ça. Hein. Ça nous fait pas tout jeune, effectivement. Ok, du coup on a parlé de la dysmorphie musculaire. Est-ce qu'on peut parler de cette condition comme d'une maladie? Quelles en sont les causes? Est-ce qu'elles sont identifiables? Qu'est-ce qu'on connaît du sujet? Alors beaucoup de choses, mais dans un premier temps, je pense que c'est important de définir vraiment le terme maladie. Ça me fait toujours penser un peu à la définition de l'OMS sur la santé, qui correspond vraiment à un état de bien-être psychique, physique, social et même s'il y a une absence de maladie. Donc la dysmorphie musculaire, il ne faut pas oublier que c'est, on va dire, une psychopathologie qui a vraiment des répercussions sur un plan physique. Donc par exemple, les plus grandes prévalences de la traumatologie au niveau sportif, des gens qui sont sur entraînement par exemple. On va aussi avoir un état de santé psychologique qui va être altéré, puisque du coup, il va y avoir cette pensée récursive de ne pas être assez musclé et sec, et ça va créer une détresse. Mais aussi au niveau social, du coup, l'individu, comme il aura des comportements à tout prix drivés sur la pratique du sport comme régulateur de son poids et de sa masse corporelle, du coup, il verra moins les copains, il verra moins sa copine, et ça entraîne toujours une grande détresse, on va dire, sur effectivement la vie sociale et intime. D'accord, donc à partir de là, ça a une implication sur la santé. Sur la santé en général. Donc avec cette définition, on pourrait dire qu'effectivement, on pourrait le considérer comme une maladie. Voilà. Nous, on appelle ça psychopathologie dans le milieu psycho, mais effectivement, on pourrait dire que c'est une maladie, c'est large. On va dire. Ok, au sens large. Ouais, exactement. Ouais. D'accord, je comprends. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on arrive à l'identifier précisément ou est-ce que c'est encore un petit peu flou le sujet mérite d'être recherché un petit peu plus? Alors effectivement, actuellement, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur le sujet. Donc, c'était autant que ça? Ouais, mais le problème, c'est que c'était des études qui étaient principalement anglo-saxonnes. Donc, si vous voulez nous aider, nous, on fait du coup de la recherche sur ce thème. Donc, je pense que tu laisseras le lien de notre questionnaire. Oui, très important. Voilà, je pense que vous pourrez contribuer du coup à une meilleure connaissance de cette psychopathologie et aussi de sa prise en charge, sa détection et du coup des encadrements peut-être un peu plus spécialisés. Ouais. Questionnaire destiné exclusivement aux pratiquants de la muscu ou aux sportifs en général? Il y a un critère d'inclusion qui est effectivement en pratiquant musculation. Donc si vous avez un sport à côté et que vous pratiquez la muscu, vous pouvez le faire quand même. Hommes et femmes? Hommes et femmes. Ok. Tout public confondu. On passe un appel, le questionnaire il est juste dans la description, donc faites avancer la recherche. Vous en sera reconnaissant. Vous en sera reconnaissant. D'accord, donc c'est identifiable, ça peut s'apparenter à une maladie? Exactement. Sur sa prise en charge, oui. Et après, les déterminants de la dysmorphie musculaire, ils sont vraiment nombreux et on va retrouver des déterminants communs et sur lesquels on ne va pas forcément être tous vulnérables. Par exemple, toi, moi, monsieur tout le monde, on ne va pas avoir les mêmes vulnérabilités à la dysmorphie musculaire malgré qu'il y ait des facteurs communs. Okay, voilà. Par exemple, je te citerai peut-être 3 grands facteurs. Je pense que ça peut être intéressant. Le premier, du coup, c'est l'idéal corporel de la société. Et depuis la nuit des temps, on parle du coup, je te parle d'Hercule, je te parle d'Achille, d'Atlas. Tu penses à quoi? Ils étaient secs, musclés. Voilà, musclés, secs. C'était des titans, les mecs. Voilà, c'était des dieux. Hein. Et bien du coup, au sens propre. oui, au sens propre, dieu, demi-dieu. Mais
Mais du coup, c'est vrai que du coup, on parle d'archétype. Cet archétype de l'image du corps hypermusclé, il est ancré depuis la nuit des temps. Alors, il ne faut pas oublier que la dysmorphie musculaire, il est aussi appelé le complexe d'Adonis. Pourquoi? Parce qu'Adonis, en fait, il était magnifique. C'était le plus beau de tous les demi-dieux. Si ce n'était pas un dieu, c'était un demi-dieu. Il était du coup courtisé par les déesses, et sauf que sa beauté était tellement grande que ça l'a tué. La définition de la dysmorphie musculaire a comparé du coup les bodybuilders qui se dopaient et qui cherchaient cette beauté éphémère à des Adonis en fait. Le deuxième critère du coup, c'est un peu les médias. C'est important de le citer parce que du coup, il y a des études qui sont assez intéressantes et peut-être un peu drôles à citer, mais c'est des chercheurs qui ont regardé l'évolution des physiques des jouets. Tu regardes la musculature des jouets dans les années 70-80 et là actuellement, on a une évolution qui est dantesque. Actuellement, les jouets, ils ont des musculatures que même les body les plus énormes, ils n'ont pas. Mais non, c'est impossible. Et moi, je me rappelle de mon enfance, clairement, les figurines de Batman, de Musclor, etc., c'était incroyable. Incroyable. Donc ça a une influence. Ça a une influence parce que dès petit, on internalise le fait qu'un corps de héros, un corps d'homme idéal, c'est un corps hyper musclé. Et on s'en est rendu compte quand on a fait des expériences avec des adolescents, on s'est rendu compte qu'ils évaluaient deux choses quand ils voyaient des photos du coup hyper musclés, d'hommes hyper musclés. Ils évaluaient dans un premier temps le taux de masse grasse et dans un deuxième temps le taux de masse musculaire. Et ils estimaient que les gens avec un taux de masse musculaire important et un taux de masse grasse bas étaient en meilleure santé. Déjà dès petits, ils pensent que le muscle est synonyme de santé. Et on s'est rendu compte que plus on montrait des photos de corps hyper musclés du coup à cette population pré-ado, s'ils avaient déjà de base, on va dire, une mauvaise estime de soi, et bien en fait ça a renforcé cette mauvaise estime de soi. D'accord, donc voilà. Un facteur exacerbant. C'est ça, pour des personnes vulnérables. Il ne faut pas oublier cette vulnérabilité tout le temps. Et le troisième, c'est quelque chose qui, en tout cas moi je l'ai beaucoup rencontré dans les pratiquants que j'ai encadrés, notamment aussi en clinique, c'est les brimades. Les brimades, le fait du coup d'avoir été harcelé au collège, au lycée sur son physique, donc ça veut dire trop petit, trop grand, trop mince, trop gros. Il y a vraiment des critiques qui vont vraiment être traumatiques pour l'individu. Et le problème, c'est que ça va cristalliser un conflit et l'individu va vraiment se servir de la pratique physique comme un régulateur, comme un antidote, on va dire. Donc ça va être quelqu'un qui peut avoir un trouble du comportement alimentaire type anorexie, va pratiquer le sport pour perdre du poids, pour réguler son poids. Mais le sport ne va pas être pathologique en soi. Comme qu'un body, par exemple, ou un musculeux qui va faire la musculation pour être plus énorme parce que du coup il se sent peut-être un peu blessé du coup dans son parcours de vie, et bien il va pratiquer pour se sentir mieux. Il va considérer que du coup la musculation, le sport va être un régulateur, une sorte d'antidote en fait. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment les brimades et les remarques sur le physique, c'est quelque chose qui a été démontré, qui est très délétère en fait. Et petite question qui me vient juste maintenant, est-ce que on a parlé des figurines et des jouets, est-ce que ça s'applique uniquement aux hommes, aux garçons, ou aux filles et aux femmes? Alors actuellement c'est une question qui reste un peu en suspens parce que dans la donnée de littérature qu'on a, à notre connaissance sur la revue de littérature, c'est quelque chose qui est mal défini encore. On sait que les symptômes de la dysmorphie musculaire sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Même si moi j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même, je veux dire, tu regardes les hashtags, l'homme biceps, pec, tu regardes les hashtags les plus nombreux, c'est quand même ça. Et chez les femmes, ça va plutôt être du coup les fessiers, tout ce qui va être abdos, les cuisses. Il va y avoir un critère différent, mais on va toujours être dans cette recherche de tonicité, d'avoir un corps tonique, ferme, musclé. Je pense à une recherche notamment qui a travaillé du coup sur la dysmorphie musculaire dans les populations de bodybuilders. Eh bien, on s'était rendu compte qu'il y avait 80 à 100% de prévalence dans les compétiteuses enquêtées. 80% chez celles qui ne se dopaient pas et 100% chez celles qui se dopaient. Ah oui, d'accord. Et on s'est rendu compte que les facteurs du coup de risque et les histoires de vie retraçaient souvent en fait des agressions sexuelles durant leur vie. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, surtout pour les encadrants sportifs. Tu as quelqu'un qui vient à la salle, par exemple une femme, tu vois qu'elle pratique, elle n'est pas en sécurité, tu sens qu'il y a peut-être des troubles du comportement alimentaire derrière, ta prise en charge de cette sportive et les programmes que tu vas lui proposer, ou même ta façon d'aborder du coup le sport avec elle, il va falloir peut-être prendre des pincettes. Donc c'est vraiment être respectueuse de son histoire de vie, de ses possibilités et vraiment de ce qu'elle peut faire. Bon alors du coup, moi tu sais, je suis pratiquant de musculation et mon discours il est surtout axé vers l'hypertrophie. Donc quelque chose qui est lié à l'image en fin de compte. Mon discours c'est pas améliorer vos performances, c'est transformer votre composition corporelle pour être plus musclé et moins gras. Est-ce que la musculation c'est un sport qui est plus sujet à la dysmorphie musculaire ? Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sports qui peuvent amener à ça en fin de compte? Alors, je vais essayer de te répondre en me détachant aussi moi de mes objectifs de pratique. Parce que bon, le six-pack, j'aime bien l'avoir pour l'été, quand il est là, voilà, quand j'arrive. Mais c'est vrai que personnellement, moi j'ai aussi recherché beaucoup l'hypertrophie. Donc c'est quelque chose qui me parle aussi, mon thème de recherche sur ça, est ce que tu me dis là. Concrètement, on sait que l'objectif de recherche esthétique, contrairement au but de performance et de santé,
étaient beaucoup plus à risque dans une population donnée de body, par exemple, pour la dysmorphie musculaire. On sait que vraiment, quand il y a un objectif de pratique qui est extrêmement lié à vraiment la recherche de l'esthétique absolue à n'importe quel prix, je dis bien à n'importe quel prix parce que j'ai un exemple dans la tête, je pense qu'on pourra en parler, c'est vraiment quelque chose qui est délétère et on retrouve du coup la symptomatologie de la dysmorphie musculaire. Et quand je te parle de ça, tu vois, je pense à Ziz, je pense que tu connais Ziz un peu, l'histoire de Ziz, qui ne connaît pas Ziz aujourd'hui. Alors Ziz, effectivement c'était un jeune, je pense qu'il ne devait pas être plus âgé que nous, il devait avoir des années 90 peut-être, un truc comme ça, c'était un jeune. Je crois qu'il est décédé parce qu'il est décédé à 22 ans. 22 ans, il me semble. Ouais. Et du coup, Ziz, effectivement, c'était un jeune qui s'est mis à la musculation. Vraiment, cette recherche du coup d'esthétique corporelle à n'importe quel prix. Alors, je ne vais pas vous apprendre qu'effectivement, Ziz avait consommé des produits dopants. Je crois qu'il y avait aussi du Clenbuterol dedans. Mais le problème, c'est que Ziz avait, on va dire, un style de vie un peu lâché, on va dire. Il y avait aussi des consommations de drogues à visée récréative. Et le problème, c'est que Ziz avait des vulnérabilités au niveau physique. Il ne savait pas, mais en fait, il était prédisposé à avoir des problèmes cardiaques. Donc, tu rajoutes derrière les produits dopants type testo, les analogues de testo, le clenbuterol, les drogues à visée récréative, les cocktails mortels. Et là, il a passé l'arme à gauche. Le problème, c'est que c'était quelqu'un qui a pratiqué pour l'esthétique et rien que pour l'esthétique à n'importe quel prix. Et là, on voit bien que peut-être que Ziz avait la dysmorphie musculaire. Peut-être qu'effectivement, Ziz a souffert de brimades sur son physique pendant son enfance, son adolescence. Peut-être qu'il y avait aussi une mauvaise estime de soi à la base. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit que pour être moins sujet à ces brimades ou peut-être plus séduisant aussi, parce que ça, on n'en parle pas, mais moi, je l'ai souvent rencontré dans les pratiques que j'ai encadrées. Il y a toujours cette recherche en se disant, mais je vais être plus séduisant pour le partenaire. Et bien peut-être que Ziz, à un moment donné, il est tombé dans la musculation en se disant, je vais pratiquer, mais il n'avait pas peut-être une pratique physique adaptée. Ce que nous, on appelle du coup les pratiques problématiques de l'activité physique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pratiquer le sport comme antidote. Alors que le sport, à la base, la musculation, enfin moi je t'en parle en tant que passionné, mais je pense que ça va te parler à toi aussi, en tant que passionné. Mais pour moi, la musculation, c'est hyper intéressant. C'est un truc passionnant. Je veux dire, tout ce qu'il y a à apprendre au niveau du contrôle sur les périodisations d'entraînement, tout ce qui est anatomie, physiologie, mais aussi la diète, tout ce qui est alimentaire au niveau… C'est passionnant, c'est se comprendre et se connaître soi. Je veux dire, c'est la plus belle expérience de vie, se connaître soi quand même. Complètement d'accord. Il a visé l'objectif d'esthétique à tout prix. Et du coup, peut-être qu'il est passé à côté d'un super plaisir de vie de pratiquer, quoi. Mais est-ce que du coup, moi quand j'entends ça, ça me fait un peu peur parce que mon objectif principal, c'est l'hypertrophie et l'esthétique. Je ne suis pas vraiment intéressé par la performance et ça, c'est pas nouveau, je l'ai dit plusieurs fois. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est plus à risque ou pas forcément? Ah, ça, il faudrait voir sur un entretien privé, sur le divan. Non, je te charrie. Mais Est-ce que, alors ma question va être plus précise, est-ce qu'un objectif d'hypertrophie et d'esthétique, c'est une mauvaise chose, clairement? Ou est-ce qu'il faut allier ça avec un objectif de performance? La recherche d'esthétique, comme je disais, c'est vraiment à un moment donné à tout prix l'avoir. Mais est-ce que tu prends plaisir dans ta pratique? Complètement. Moi, c'est aussi l'aspect développement personnel au sens large. J'appelle toujours ça une pratique structurée et structurante du sport. C'est-à-dire que tu pratiques d'une manière intelligente, tu as contrôlé ta pratique, tu vas respecter ton corps. Tu dis non, là, je sais pas, moi hier je suis en split en ce moment, là j'ai un peu trop tapé sur les pecs, je vais pas faire le rappel épaule demain parce que je sens que ça m'a un peu trop sollicité la tendinite que j'ai d'habitude. Là je me respecte, j'entends mon corps, il y a des limites. Ok, je vais passer sur autre chose, je vais faire une autre séance. Voilà. Là en ce moment, on a un certain recul par rapport à sa pratique. On met l'aspect de santé avant toute chose. Si effectivement il pratique en se disant c'est le but esthétique, mais tant pis pour la santé, je vais complètement bousiller mon corps et mon esprit en faisant ça pour avoir surtout un corps parfait pour ce qu'on appelle, que tu le sais, le Body Summer 2019, celui qui va venir bientôt. Là, il y a peut-être des critères de danger, de dangerosité. De toute façon, tu le vois dans ta salle, quand tu encadres des gens, comment ils pratiquent, ça veut déjà un peu tout dire des fois sur certaines personnes. C'est révélateur, complètement. La qualité d'exécution d'un mouvement, la façon de structurer son entraînement, les temps de récup. C'est très bien si le mec a structuré sa pensée ou pas sur son activité physique. Donc si vous cherchez l'esthétique, il n'y a pas de souci. Bon après, s'il y a des consommations à risque derrière, des comportements à risque, là oui, là il faut se recentrer sur soi et sur le bien-être de pratiquer. Du coup, est-ce que la musculation et le sport en général, on peut parler aussi d'autres sports, peuvent aggraver cette dysmorphie musculaire? Est-ce que tu as des exemples précis en tête? Ouais, en tout cas c'est ce qu'on a abordé, c'est vraiment la pratique problématique de l'activité physique. Et ça, on retrouve vraiment un terme qualitatif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une addiction, est-ce qu'il y a une compulsion dedans, comment il pratique. Et un terme quantitatif en termes de durée, de fréquence, c'est vraiment, on le retrouve sur les évaluations de l'addiction au sport, par exemple, ces termes-là. Mais effectivement, c'est la musculation.
moi je ne la considère pas comme pathologique, comme je t'ai dit. Hein. C'est toujours une façon de pratiquer vraiment qui va poser problème. Mais je pense notamment à plusieurs sports, hein, parce que du coup on parle beaucoup de musculation, mais il y a très peu de recherche sur les autres sports. Mais concrètement, moi, dans l'encadrement que j'ai, même si je ne leur fais pas passer les questionnaires, c'est voir s'ils sont pathologiques ou pas, ce n'est pas du tout mon but ici, mais même après en clinique, quand j'ai des sportifs ou des prépas mentales qui viennent sur du rugby, du judo ou d'autres sports, moi je retrouve quand même qu'il y a, on va dire, un peu ce qu'on appelle en dimensionnel, c'est-à-dire juste peut-être cette idée obsessive d'avoir plus de muscles. Les judokas par exemple. Normalement, le judo, c'est la voie de la souplesse. Sauf que du coup, quand tu les vois, effectivement, c'est un peu le rapport de force, hein, des fois un peu la voie du bourrin. Je suis désolé pour le judoka, j'en ai fait pendant 10 ans, donc, donc tu peux voilà, je peux me permettre, on va dire. Mais effectivement, il va y avoir un rapport de force et une comparaison aussi au physique. C'est-à-dire, est-ce que l'autre est plus musclé? Ouais, il est quand même sacrément plus musclé, il est plus sec. Au niveau catégorie de poids, c'est toujours à réfléchir. Est-ce que je vais tomber sur un mec plus musclé? Il faut que je perde 2-3 kilos. Il y a vraiment toujours cette focalisation sur la masse musculaire et le gras qu'on a abordé, hein, du coup. Hein. Et ben, du coup, moi, je trouve que des fois, il cote pour la dysmorphie musculaire. Comme au rugby. Au rugby, effectivement, si tu prends un tampon et que tu es moins musclé que l'autre, tu es moins bien placé, c'est compliqué. Et des fois, il y a toujours ce rapport de comparaison. Est-ce que je suis assez fort pour vaincre l'autre? Et ça résonne beaucoup pour le rugby d'ailleurs, parce que je pense beaucoup en parle ces temps-ci, par rapport aux rugbyman qui ont gagné en masse musculaire énormément ces 15 dernières années. Ouais. Donc ouais, c'est clairement, ça peut être clairement… c'est sûr que tu regardes les rugbyman il y a une vingtaine d'années et ceux aujourd'hui, l'évolution elle est considérable. Les mecs, ils sont préparés, ils sont optimisés, c'est magnifique. Hein. À mon avis, les entraînements qu'ils ont derrière… c'est des sacrés sportifs. Hein. Pas fait au hasard. Mais du coup, au rugby, on retrouve un petit peu ce problème-là. Alors, moi, j'aurais tendance à penser que oui, au niveau des prépas mentales. Après, au niveau de littérature, pour l'instant, on n'a pas de données. Donc ça, je ne peux pas trop m'avancer. Mais moi, en tout cas, ce que je rencontre dans mon encadrement sportif, mais aussi après, en termes de pratique clinique, oui, moi, c'est quelque chose où j'en ai la conviction. D'accord. Est-ce que du coup, il y a des solutions? Est-ce qu'on sait comment guérir cette maladie? Je n'ai pas envie de parler de maladie forcément. Mais… On peut l'appeler du coup une pathologie. C'est quelque chose qui est plus pour l'instant investigué sur le plan, on va dire, de la psychologie. Hein. Mais effectivement, je pense que la réponse, elle est multiple. L'intervention pluridisciplinaire de plusieurs intervenants, elle est essentielle. Mais par exemple, je vais te citer un cas d'un jeune que j'ai rencontré et qui était venu me questionner parce qu'il avait un problème. Tout simplement, honnêtement, il me dit, ok, il a touché au dopage parce qu'il n'était pas bien au niveau de son corps, il voulait être plus musclé, mais il voyait aussi que le dopage avait eu quand même des effets sympas sur le corps, il était plus sec, plus musclé. Et le truc, c'est qu'il voulait arrêter, mais il ne savait pas trop. On voyait très bien qu'il y avait même limite un peu des questionnements, est-ce que ce n'était pas devenu un peu une addiction? Alors tu vois, le dopage, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il y a une addiction au dopage. Il y a 3 addictions même. Il y a une dépendance endogène, tu coupes l'axe endocrinien, mais ton corps dépend de l'apport extérieur. Donc déjà, il y a une dépendance du corps, une dépendance physiologique. La deuxième dépendance, c'est l'euphorie. Par exemple, la testostérone, les analogues de testostérone, c'est des molécules qui font énormément de bien au psychisme. Les gens qui sont déprimés, des fois à 50 ans, on regarde si c'est pas au final l'andropause carrément. Et là, les mecs qui ont de la testostérone, ils n'en peuvent plus. Ils sont hyper bien, mais c'est normal, c'est une molécule qui fait du bien. Donc la dépendance à l'euphorie. Et la troisième dépendance, c'est l'addiction à l'image du corps. J'ai un corps qui est plus affûté, plus sec, plus musclé, pourquoi arrêter? C'est un cercle vicieux en fin de compte. Exactement. Mais donc du coup, c'est à se questionner, est-ce qu'il n'y a pas une consultation des fois spécialisée un peu en addicto? Et ce jeune du coup qui vient me voir et qui n'avait pas fait sa relance, qui n'avait pas fait ses examens sanguins, je l'envoie chez un médecin que je ne connais pas. Il a consulté le premier qu'il a vu. Le médecin l'a boulé. Il revient vers moi et me dit écoute, j'ai pas pu avoir mes examens sanguins parce que le médecin a dit que qu'il n'était pas là en fait et que la Sécu n'était pas là pour payer mes conneries. Donc du coup, on voit très bien que là, au niveau la bienveillance, c'était pas trop là, mais qu'au niveau de la sensibilisation, se demandant est-ce qu'il souffrait pas de dysmorphie musculaire avec derrière des comorbidités anxio-dépressives, sur l'image du corps, peut-être une problématique addictive, et de l'envoyer du coup, par exemple, chez un médecin du sport, chez un endocrino, chez un diététicien, parce qu'il avait une diète peut-être pas nickel, chez un psychologue, parce qu'il y avait peut-être aussi un psychologue clinicien spécialisé en sport, parce qu'il y a peut-être une addiction aussi, et peut-être des mauvaises cognitions, même une estime de soi qui était en berne, et derrière il y a peut-être aussi des idéations, on ne sait jamais, des idéations suicidaires, des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, Et donc du coup, je pense que déjà sensibiliser un public large, c'est déjà pas mal, parce que du coup, des cas comme ça, on peut passer à côté de… Il aurait pu lui arriver un truc, bien sûr. Donc c'est pour ça que tu parles de pluridisciplinaire, de multidisciplinaire. Pluridisciplinarité, voilà. C'est de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux en fin de compte? C'est ça. Pour moi, c'est ma façon de bosser après, mais pour moi, déjà, le pied d'entrée dans le soin, c'est le médecin G. C'est-à-dire, vous avez une question, il y a des choses qui vous tracassent.
allez voir votre médecin G, il est là pour vous écouter, vous orienter, vous aider, quoi. Ouais. Et après, il faut construire son soin. C'est vraiment, il faut construire sa feuille de soin. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez un peu au niveau traumato, vous avez un peu trop tiré sur les articulations, ostéo, kiné, c'est normal. Après, vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre peau et truc, psychologue, il n'y a pas de souci. Mais le médecin, il est là pour vous aider. Ouais, il n'y a pas de honte à vouloir être aidé, au contraire. Je veux dire, tout le monde traverse, franchement, je vais bien, mais tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a une coquille, a une casserole, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut se laisser aider, c'est hyper important. Et quand on voit que certains pratiquants hésitent à aller voir rien qu'un ostéo, on peut se dire que beaucoup ne feraient pas le pas pour aller un petit peu plus loin. C'est ça. Ce qui est dommage, et c'est ce qu'il faudrait faire. Et pourquoi ils ne vont pas voir l'ostéo? Est-ce que ça ne remettrait pas en cause leur qualité d'exécution de la pratique, par exemple aussi? Des fois, on n'a pas envie d'entendre ce qu'il faudrait qu'on entende. Ou même à arrêter. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on peut arrêter la musculation parce qu'on s'est blessé? Je pense que vraiment la chose principale, c'est se questionner. C'est savoir se questionner, se remettre en question. Et en se demandant, est-ce que je fais les choses bien pour moi? Est-ce que mon objectif est bien rempli, mais est-ce qu'il est aussi effectivement respectueux de ma santé et de mon bien-être aussi, peut-être du réseau un peu élargi. Premier réflexe à avoir, sûrement d'en parler à un professionnel. Et puis à partir de là, de voir sur quel axe on pourrait travailler pour résoudre le problème en fin de compte. C'est ça, parce que le problème, il peut être effectivement, comme je te disais, très vaste en fait. Il peut y avoir des problématiques un peu au niveau psychopatho, du comportement alimentaire, il peut y avoir des problématiques addictives, des mecs qui n'ont pas fait leur posture thérapie par exemple, voir un peu où est-ce qu'ils en sont au niveau endocrinien, parce que là ça rigole pas quand même, des choses comme ça. Il peut y avoir la traumatologie du sport, puis le médecin du sport. La question elle est hyper vaste et la réponse encore plus. Donc déjà je pense que la principale chose, et je crois que toi en tout cas tu as cette sensibilité, donc ça en tout cas c'est appréciable parce que tu vois bien les choses aussi, c'est l'encadrant sportif, le coach qui est vraiment là. C'est le coach qui va voir la pratique pendant 2 heures, qui va juger aussi si la pratique elle est bien adaptée. Donc c'est eux les détecteurs précoces qui vont aussi permettre de questionner. Donc je pense que c'est travailler ensemble sur ça au niveau, effectivement, pratiquer de manière saine et s'il y a un problème, orienté vite chez des spécialistes, c'est la clé du bonheur. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'un bon coach, il ne fait pas juste des programmes, il arrive à déceler des choses qui pourraient être un petit peu plus problématiques. C'est ça, il faut être vraiment dans cette capacité d'écoute et de vouloir bien entendre l'autre aussi dans ce qu'il a à dire. Quelles sont les solutions pour faire avancer le problème, entre guillemets, ou en tout cas éveiller les consciences sur le sujet? Est-ce qu'on a des choses qu'on va pouvoir faire? Alors nous, on travaille activement à ça, sur des programmes de prévention. On a aussi des recherches en cours, comme on en a parlé au début. Donc on a un questionnaire qui est censé du coup investiguer énormément de choses pour comprendre vraiment la dynamique de la dysmorphie musculaire et de ses déterminants, et aussi l'impact dans le quotidien des gens, dans leur pratique, puisqu'on s'intéresse vraiment à une pratique de sportif. Donc vraiment, faire avancer la recherche, c'est aussi donner un peu de soi pour pouvoir nous aider à mieux comprendre cette complexité, on va dire. Donc je vous le rappelle, le questionnaire il est dans la description, n'hésitez pas, ça prend pas trop longtemps. Plusieurs minutes, quelques minutes. Quelques minutes pour faire avancer justement le sujet. C'est ça. Et surtout après, si vous avez besoin de rencontrer un professionnel, n'hésitez pas, parce que je pense que quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Donc après, nous aussi, on travaille sur ça, on peut rencontrer aussi au niveau de l'université, vous rencontrer si vous avez vraiment des questions. On a un local spécialisé pour les passations, est-ce qu'on dit ça, centre de recherche. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose vraiment qui serait important, je pense que c'est sensibiliser les professionnels du sport, les clubs, les coachs, un peu ce que du coup toi maintenant tu es sensibilisé, du coup on t'a fait la piqûre de rappel, mais aussi les professionnels du soin ou même après un public lambda, je pense que c'est déjà une belle réponse à apporter, cette sensibilisation. D'accord, donc ce serait même de remonter un petit peu plus haut et on pourrait envisager dès les formations d'éducateurs sportifs de les sensibiliser à ce genre de sujet pour qu'ils soient à même de réagir. C'est ça, travailler avec les BE peut-être, sur les centres, travailler effectivement sur les écoles du coup pour former les coachs, ça serait travailler sur ça, leur donner au moins quelques billes ils ne vont pas être là pour détecter et diagnostiquer, ils vont être là pour questionner et relever une problématique. Mais c'est vraiment effectivement diffuser l'information, partager ta vidéo du coup, mais diffuser l'information, je pense que ça sera déjà une belle chose à faire. Merci Jérôme. Mais merci à toi en tout cas, c'était très intéressant. On a eu une discussion très très complète qui pour moi était très enrichissante, mais je suis sûr que pour vous aussi, elle va J'espère. l'être et que vous pourrez y voir un petit peu plus clair sur ce sujet de la dysmorphie musculaire. Merci de m'avoir reçu infiniment. Mais merci à toi, ça nous fait plaisir. Si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo qui est un peu particulière parce que plus sérieuse, plus technique, etc., n'hésitez pas à le faire savoir. Avec plaisir, écoute, si tu as d'autres sujets à aborder, nous on est partant. Ou une séance, oui, ça marche aussi. Mais on va vraiment travailler sur les facteurs vraiment psychologiques de l'entraînement. Ça peut être sympa. Carrément. Merci encore Jérôme, merci à vous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Merci à toi.